Merci Lilia. Je remercie la Chambre syndicale pour leur invitation. Et donc moi je vais vous parler de la calprotectine fécale et de son intérêt dans le diagnostic et le suivi des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors je commence par dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt, ni direct ni indirect, et que les propos que je vais présenter n'engagent que moi. Voilà. Alors, les troubles digestifs, tout le monde, ça c'est un motif de consultation très fréquent. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas quelqu'un dans notre entourage dire « j'ai des ballonnements, j'ai des gaz, j'ai des troubles diarrhée, constipation ». Et c'est un motif de consultation très fréquent. L'identification de l'étiologie, elle est parfois difficile. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est les MICI. Il faut savoir faire la différence entre un problème organique d'un problème fonctionnel ou d'un syndrome de l'intestin irritable. Dans les MICI, on a une corrélation très imparfaite entre la symptomatologie clinique et l'activité de la maladie. Les marqueurs que nous avions à notre disposition, à savoir l'AVS, la CRP et la numération, sont très peu spécifiques. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, donc même s'il y a la calprotectine fécale, jusqu'à aujourd'hui, l'endoscopie reste le gold standard. Le gold standard pour identifier l'activité de la maladie, mais c'est une technique invasive, elle est coûteuse, et puis parfois elle est mal tolérée. Moi-même, on me dit régulièrement, j'ai dépassé 50 ans, il faut que je fasse une coloscopie. Je n'ai pas encore osé baisser mon pantalon devant le professeur Fedouar Weba. Et donc, la recherche s'est orientée vers des marqueurs de l'activité inflammatoire intestinale dans le cadre d'une optimisation et d'une personnalisation de la prise en charge médicale. Et c'est là l'objet de mon propos. Alors, le diagnostic des MICI, voilà les différents éléments que nous avons. Alors, d'abord, la clinique. Bien sûr, sur un faisceau d'arguments cliniques, on est orienté. Et puis, il y a cette endoscopie avec les biopsies pour avoir l'histologie, qui reste le gold standard et qui permet un diagnostic positif, qui permet de faire le bilan d'extension et qui permet un suivi thérapeutique. Et puis, nous avons également l'imagerie. À côté, nous avons la numération, la NFS, l'AVS, la CRP qui sont peu spécifiques. Il y a une évaluation de l'état nutritionnel. Il y a également un examen bactériologique et parasitologique des selles à faire. Et puis, il y a des anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae et des anticorps anti-neutrophiles cytoplasmiques à faire également et qui permettent la distinction entre maladie de Crohn et RCH. Et dans tout ça, nous avons la calprotectine fécale qui a intégré ces algorithmes. Alors, c'est quoi cette calprotectine fécale? Sa première description remonte à 1980. Avant, elle avait une autre dénomination, calcium binding glucoside, L1 protéine, puis après, cette dénomination a changé. Et ce n'est que 20 ans plus tard que la méthode de dosage a été optimisée et que les premiers kits ont été commercialisés. Et puis le cut-off, à ce moment-là, est passé de 10 mg par kilo à 50 microgrammes par gramme, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. En 2010, on a eu la première méta-analyse qui a validé l'utilisation de la calprotectine fécale dans le diagnostic différentiel entre MICI et syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est quoi cette calprotectine fécale? C'est une protéine de liaison fixant le calcium et le zinc. Grâce à ces deux liaisons, elle a une activité antibactérienne et antifongique. D'où le nom de calprotectine. Cal, ça vient de calcium, et protectine parce qu'elle a un effet protecteur qui joue le rôle comme un antibiotique. C'est une protéine qui est présente dans certaines cellules immunitaires, principalement des polynucléaires neutrophiles, où elle représente 60% des protéines cytosoliques et 5% des protéines totales, et elle est sécrétée au niveau de la muqueuse, quand la muqueuse où il y a une inflammation, quand il y a une activation des polynucléaires neutrophiles. Donc, elle est le reflet direct de cette inflammation. Elle participe également à la régulation des réponses immunitaires par interaction avec les métalloprotéases zinc dépendantes, et donc qui ont, elles vont activer des cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha, et puis elle intervient dans la régulation de l'apoptose par inhibition des enzymes zinc dépendantes. Elle résiste à la protéolyse intestinale par des protéases bactériennes, ce qui lui permet d'avoir une stabilité pendant 7 jours à température ambiante.
Donc ça, par rapport à ça, ça veut dire que la selle, on peut la garder pendant 7 jours à température ambiante, il n'y a pas de problème. Mais, on y reviendra après. Elle est détectable dans le sérum, dans les urines, dans les selles, dans la salive, dans les liquides synoviales. Elle n'est validée pour l'instant que dans les selles. Il y a quelques essais qui viennent de sortir sur les urines et je pense que bientôt on aura peut-être une validation dans les urines. Moi personnellement, je préfère garder les selles. C'est un substratum très séduisant et donc je préfère toujours la travailler sur les selles. Alors, quelles sont les indications du dosage? Mettre en évidence le processus inflammatoire. Là, je vais vous donner un peu de façon grossière et puis après, on va affiner. Mettre en évidence un processus inflammatoire digestif dans un contexte clinique évocateur. Et donc, confirmer l'existence d'une atteinte organique. Ça permet d'évaluer le degré d'inflammation de la muqueuse intestinale et donc, chez les patients avec une maladie organique au niveau du grêle ou du côlon. Elle permet de suivre la réponse au traitement. Et dans la RCH, elle permet le suivi du risque de rechute. Dans la maladie de Crohn, c'est toujours très controversé. Mais dans la RCH, elle permet le suivi du risque de rechute. Donc vous voyez un peu, elle répond également aux objectifs de l'endoscopie jusqu'à aujourd'hui. Les conditions préanalytiques. Alors vous avez des éléments très importants. Avant de parler des algorithmes, on verra un peu l'algorithme, les deux algorithmes en vigueur pour l'interprétation. Mais d'abord, il y a des paramètres à maîtriser pour pouvoir l'interpréter. La phase préanalytique, celle est mise loin de toute thérapeutique, notamment des laxatifs, et loin de tout produit de contraste. Quand un patient doit faire des examens radiologiques avec des produits de contraste, il vaut mieux retarder le dosage de la calprotectine fécale. Toujours le matin, parce que les études ont montré qu'il y a des variations dans le taux de calprotectine fécale dans la journée, et donc ce qui est recommandé, c'est les selles du matin. Le patient doit vous donner la selle du matin. En plus, il doit la ramener tout de suite. S'il ne peut pas le faire au labo, il doit la ramener tout de suite. Il faut s'assurer que le patient ne va pas se balader avec sa selle, parce qu'il y a des patients qui font leurs besoins le matin, mais qui n'ont pas le temps de venir tout de suite au labo, et qui se baladent toute la journée avec le pot dans la voiture. Donc ça ne sert plus à rien. Donc il faut les selles de matin et les travailler tout de suite. Sur un tube propre, sans agent chimique ou biologique. Attention à la neutropénie. Vous avez vu que lorsqu'il y a une activation des polynucléotrophiles. Donc, quand vous avez une neutropénie, vous allez avoir des faux négatifs. Donc, il faut faire attention. Concernant la conservation ou le transport, alors il y a plusieurs éléments. Ça, c'est une étude qui a validé ces recommandations préanalytiques, qui a comparé la stabilité sur des selles fraîches à température ambiante, et puis à plus 4 degrés. Et puis la stabilité de l'extrait, parce que tous les tests que vous avez à votre disposition, il y a une étape d'extraction de la calprotectine fécale qui se fait. Et donc ils ont testé également l'extrait, sa stabilité à température ambiante et à 4 degrés. Donc ce qui ressort de l'étude, c'est que la selle fraîche, cette stabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, stable à température ambiante pendant 7 jours, ça c'est la théorie. Sur le plan pratique, il y a une déperdition de la valeur de 30 à 60%. Alors ça ne pose pas de problème pour des taux de calprotectine à 800, 900. Mais par contre, quand vous avez des seuils qui sont plus bas, ben là 30 à 60% de déperdition, ça vous change complètement l'interprétation de la calprotectine fécale. Donc il ne faut pas la conserver. La selle fraîche, vous devez la travailler tout de suite, faire votre extraction. Ensuite, l'extrait, vous pouvez le conserver entre 2 et 8 degrés pendant une semaine, pas plus. Sinon, vous pouvez le garder jusqu'à 6 mois à moins 20 degrés, congeler l'extrait. Quelles sont les variations physiologiques? Elles sont faibles dans le temps, sauf en cas de diarrhée importante. Là aussi, vous allez avoir un phénomène de dilution qui aura un impact sur votre résultat avec des faux négatifs. À ce moment-là, il faut toujours recontrôler quand le transit redevient normal. Et là, vous avez un exemple de fiche de renseignement qui accompagne ce dosage, qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations. Concernant les variations pathologiques, en cas de symptomatologie digestive, avec une calprotectine fécale normale,
Là, c'est un trouble fonctionnel. Avant la calprotectine, on faisait une endoscopie. Donc vous allez voir que cette calprotectine fécale a permis de réduire de 30 à 60% les endoscopies qui sont inutiles. Je pense que le professeur Rouiba, qui parlera après moi, ne me contredira pas, mais dans beaucoup de cas, elle fait des endoscopies qui s'avéraient négatives, et c'est une expérience qui est douloureuse pour le patient, mais une partie de son corps principalement. Quand la calprotectine fécale elle est augmentée, c'est une pathologie organique. À ce moment-là, quand elle est élevée, c'est une maladie inflammatoire intestinale en poussée. Quand elle est basse, mais supérieure à la valeur de référence, c'est une maladie en rémission. Là, je vous parle de façon générale, après on va affiner. Quelles sont les situations cliniques où vous avez une augmentation de cette calprotectine fécale? Alors, vous avez un certain nombre de pathologies. Il y a les drogues, des médicaments, les AINS, par exemple, l'aspirine, les IPP. Alors, pourquoi ces médicaments? Parce qu'ils modifient le microbiote intestinal, ils entraînent une dysbiose, et en entraînant cette dysbiose, ça va avoir une répercussion sur le taux de calprotectine fécale, parce qu'une fois que vous avez une dysbiose, elle est accompagnée, dans la majorité des cas, d'une inflammation, et donc qui va entraîner une augmentation artificielle de la calprotectine fécale. Et puis vous avez un certain nombre de pathologies malignes, mais également une giardiose, par exemple, une parasitose intestinale, certaines infections bactériennes intestinales, des infections virales qui entraînent une augmentation de la calprotectine fécale à prendre en compte dans votre interprétation. Et c'est très important. Une fois, j'ai eu alors nous, on a commencé à faire la calprotectine fécale en 2012. C'était juste après la validation sur le plan international. Donc, on l'a intégrée pour la première fois au Maroc. Avant 2012, elle ne se faisait pas, ou quand elle était demandée par les quelques gastro, elle était envoyée en France. Donc, on a été les premiers à l'avoir intégrée dans le panel. Et donc, on a une dizaine d'années d'expérience avec cette calprotectine fécale. Une fois, j'ai eu un patient qui avait... on va dire, qui a le syndrome de la blouse blanche. Donc, un hypochondriaque au sens propre, c'est un ami, et qui veut faire tous les bilans, et il voulait faire également la calprotectine fécale. Il m'a dit, il allait faire une endoscopie juste après. D'ailleurs, il l'a faite chez vous. La calprotectine fécale, moi je le dis à chaque fois, donc s'il n'y a rien, il ne faut pas aller chercher des poudres n'importe où. Donc, on a trouvé une calprotectine fécale élevée. Le temps de trouver une explication, le type il a stressé, il a fait une première coloscopie à l'hôpital militaire qui était négative, il a fait une autre coloscopie dans le privé. Entre-temps, c'est un sportif de haut niveau. Il prend des compléments alimentaires. Et dans ces compléments alimentaires, il y avait un produit qui entraînait une inflammation. Et d'ailleurs, quand on a fait le contrôle, une fois on a arrêté ce complément alimentaire, la calprotectine fécale est redevenue normale. Donc faites attention, dans votre interprétation, il faut avoir tous les renseignements nécessaires pour pouvoir interpréter, pour éviter qu'il y ait des malentendus. Et donc, cette calprotectine fécale n'est pas un marqueur du diagnostic des MICI, mais c'est plutôt un marqueur de l'inflammation de la muqueuse intestinale. C'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'elle ne remplacera jamais l'endoscopie. Donc elle est là pour aider et pour réduire un peu les endoscopies qui sont faites parfois sans aucun argument. Alors, différentes techniques de dosage. La technique de référence, c'est l'ELISA, en utilisant des antigènes polyclonaux ou monoclonaux. Mais nous avons également des tests immunochromatographiques quantitatifs. On a des techniques de turbidimétrie, on a des techniques immunofluorimétriques et de chimiluminescence. Mais la valeur de référence que vous devez garder en tête, quel que soit le kit que vous allez utiliser, il faut qu'il ait cette valeur de référence de 50 microgrammes par gramme de sel pour un enfant, pour un âge supérieur à 4 ans. Voilà. Ça, c'est la valeur de référence que vous devez avoir. Après, là, vous avez, par rapport à moins de 4 ans,
Donc, ça, c'est les normes européennes sur une population européenne. Ils ont vu un peu entre 1 et 6 mois, entre 7 mois et 3 ans, de 3 à 4 ans, et puis au-delà de 4 ans. Sachant qu'on a dit qu'il y a une augmentation physiologique chez l'enfant en bas âge, et il y a une diminution de la calprotectine, plutôt une augmentation de la calprotectine, une diminution de la calprotectine fécale chez le sujet âgé de plus de 70 ans. Ça, c'est normal. Donc, ça, c'est les valeurs européennes. Et donc, à partir de là, ils ont fixé pour l'enfant de 0 à 1 an un seuil de 350 microgrammes par gramme de sel. Vous éliminez une pathologie organique. Et de 1 à 3 ans, c'est un seuil de 275 microgrammes par gramme de sel où vous éliminez cette pathologie organique. Voilà donc les seuils qui sont adoptés jusqu'à aujourd'hui. Après, je suis tombé par hasard sur cet article où ils parlent, ils ont essayé de mettre en place des recommandations, et pour eux, c'est un seuil de 250 microgrammes. Un seuil de 250 microgrammes, mais dans leur conclusion, ils mettent qu'il doit être validé dans des essais beaucoup plus consistants. Voilà, donc peut-être que dans les mois à venir, ce seuil de 350 et de 275 va changer chez les enfants de moins de 4 ans pour revenir à 250 microgrammes. Concernant les kits, voilà la liste des kits qui sont validés. Il y en a d'autres, mais ceux-là, ils sont validés. Vous avez différents protocoles, ELISA, fluorescence, immunochromatographie. 2 éléments à voir dans votre démarche si vous voulez commencer à faire de la calprotectine fécale chez vous. Un, c'est ce seuil de 50 microgrammes. C'est la première colonne en bleu. Et puis, votre plage de mesure. La plage de mesure, elle doit être la plus large possible. Ça vous évite de faire des dilutions. D'accord? Parce que vous avez entre 30 et 300, vous avez des tests qui vont jusqu'à 8000. Voilà, donc plus la plage de mesure est importante, mieux c'est pour vous. Donc ça, c'est les 2 éléments à prendre en compte. Deuxième élément à prendre en compte, quand vous regardez le kit, il faut voir est-ce qu'il englobe tout, parce qu'il y a des kits où vous devez acheter le kit d'extraction à part, les contrôles à part. Et regardez la stabilité de vos contrôles, notamment positifs. Tous les kits qui existent, les contrôles négatifs, sont stables pendant une semaine, une fois reconstitués. Mais certains kits proposent des contrôles positifs qui sont stables pendant 30 minutes. Ça veut dire que quand vous ouvrez votre contrôle, si vous passez un seul patient, alors que le kit il est fait pour 10 ou 15 ou 20 ou 30 patients, ben votre contrôle positif ne sert plus à rien. Alors, ils ont mis comme option, vous pouvez acheter le contrôle positif tout seul et il n'est pas cher, mais c'est des éléments à prendre en compte dans votre raisonnement. Donc, regardez la plage de mesure, regardez les contrôles positifs, les contrôles négatifs. Est-ce que le kit comprend l'ensemble ou bien vous allez devoir acheter les réactifs à part, les calibrants, les contrôles à part et les kits d'extraction à part. Et puis, le cut-off de 50 microgrammes, ça par contre, vous ne pouvez pas y échapper. Voilà, donc les études comparatives ont montré une équivalence entre les différents tests, en comparant toujours par rapport à l'ELISA qui est le test, le gold standard. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez choisir n'importe quel test du moment que vous êtes dans les 50 microgrammes et du moment que vous avez connaissance des autres éléments que j'ai parlé, vous avez une idée sur la plage de mesure. Un élément important, quand on a comparé plusieurs tests, ben on a des variabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de standardisation des méthodes de dosage, et donc vous avez une variation de la calprotectine fécale en fonction de la méthode de dosage. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de standardisation internationale, le suivi doit être fait de préférence dans le même laboratoire, et si vous ne pouvez pas le faire dans le même laboratoire, au moins le faire dans 2 laboratoires qui utilisent la même technique. Mais vous ne pouvez à aucun moment comparer une calprotectine fécale faite avec une technique immunoenzymatique et une calprotectine fécale faite avec une technique immunochromatographique, par exemple. Donc ça, c'est comme la toxoplasmose, comme d'autres paramètres. La calprotectine fécale doit être faite dans le même laboratoire, et ça, c'est le rôle du biologiste qu'il doit expliquer aux patients. Deuxième élément à prendre en compte, il y a des variabilités interindividuelles et intra-individuelles. Regardez, chaque ligne correspond à un patient,
Et vous avez les deux rangs, les deux extrémités correspondent à deux temps différents où la calprotectine fécale a été faite. Et donc vous avez une variabilité. Donc ça veut dire qu'il va falloir, en cas de besoin, répéter le dosage avant d'interpréter. Voilà, répéter le dosage avant d'interpréter, ça c'est très important. Alors maintenant, donc ça, c'est les éléments à avoir en tête. Et ensuite, on passe à l'interprétation. L'interprétation, alors, elle sert à quoi cette calprotectine fécale? À distinguer Mickey d'un syndrome de l'intestin irritable, on va passer du haut en bas, diagnostiquer des poussées, prédire la rechute de la maladie, diagnostic de la récidive post-opératoire, évaluer la cicatrisation des muqueuses et prédire la réponse au traitement. Et vous avez vu, j'ai mis, pour chaque indication, vous avez des seuils qui sont différents et qui ont été validés. Alors, détection de l'inflammation intestinale. J'ai deux diapos sur ces applications pratiques. Je pense que Fedora en parlera plus largement que moi. Détection de l'inflammation intestinale et différencier une Mickey d'un syndrome de l'intestin irritable. Le seuil est de 50 microgrammes. Il permet de discriminer entre une pathologie organique et une pathologie fonctionnelle. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça a permis de réduire, regardez un peu les chiffres, 67% les endoscopies en urgence et de 35% les endoscopies chez l'enfant. Confirmer le diagnostic d'une poussée inflammatoire, le seuil est de 250 microgrammes. Et donc la calprotectine fécale est un marqueur fiable pour la prédiction d'une nouvelle poussée inflammatoire. La prédiction des risques de rechute. Je vous ai dit dans la maladie de Crohn, c'est toujours controversé. Par contre, pour la RCH, c'est validé. Le seuil est de 150 microgrammes. Moins de 150, c'est un argument en faveur d'une Mickey en rémission avec un faible risque de rechute. Plus de 150 microgrammes, c'est en faveur d'un problème de rechute avec un taux optimal à 250 microgrammes. Et elle permet de prédire, si vous répétez les dosages, elle permet de prédire la rechute 4 à 6 mois avant la rechute. Donc c'est très très important pour le clinicien. Prédiction de la réponse au traitement, le seuil est de 150 microgrammes. Dès la deuxième semaine de traitement par biothérapie anti-TNF, notamment l'infliximab. Elle est prédictive d'une rémission endoscopique. Évaluer la cicatrisation muqueuse, là, c'est 150-250 microgrammes, ce n'est pas encore validé, mais c'est entre cette fourchette, corrélation étroite entre la calprotectine et les scores d'inflammation endoscopique et histologique. Et donc, au total, qu'est-ce qu'on fait? Une surveillance régulière de la calprotectine fécale tous les 3 à 6 mois est utile chez les patients ayant une Mickey pour prédire la réponse au traitement, évaluer la cicatrisation muqueuse, identifier une poussée de la maladie et prédire la rechute chez des patients asymptomatiques et adapter le traitement en termes d'intensification ou de désescalade. Dernière indication, diagnostiquer la récidive post-opératoire, le seuil optimal est de 100 microgrammes par ml, avec une forte valeur prédictive négative pour les valeurs inférieures à 100 microgrammes par ml dans l'année suivant une chirurgie qui permet d'exclure une récidive endoscopique post-opératoire. Et un seuil supérieur à 150, avec une faible valeur prédictive positive, justifie la réalisation d'une coloscopie en situation post-opératoire. Voilà un peu pour les indications. Maintenant, deux algorithmes, et je vais finir. Deux algorithmes. L'algorithme le plus simple, c'est celui-là. Moins de 50, pas d'inflammation, c'est négatif. Plus de 200, positif. Résultat en faveur d'une inflammation intestinale à confirmer par une endoscopie avec biopsie. Entre 50 et 200, c'est indéterminé. Il faut rechercher une autre cause. Il faut refaire le dosage. D'accord ? Et donc là, on est dans une inflammation intestinale de faible intensité. Et puis vous avez cet algorithme qui est plus affiné. Moins de 50, on a dit pas d'inflammation, donc c'est un trouble fonctionnel, ou une cicatrisation de la muqueuse, ou bien en fonction des situations, le patient, le traitement est efficace. Entre 50 et 100, c'est la zone, entre 50 et 150, c'est la zone grise, à contrôler sur un second échantillon, comme tout à l'heure. Ou bien c'est rechercher d'autres étiologies, bien sûr, ou bien, là aussi, on est dans l'efficacité thérapeutique. Entre 150 et 300, là, ils ont séparé entre deux fourchettes, 150, 300 et plus de 300. Dans les deux cas, c'est une inflammation, c'est sûr. Plus de 300, il y a un risque de rechute
et il faut adapter le traitement. Entre 150 et 300, il faut faire une coloscopie diagnostique ou bien adapter le traitement, ou bien c'est une récidive post-chirurgicale. Voilà un peu les deux algorithmes qui sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. J'ai été rapide. Donc, pour conclure, vous avez vu, c'est un test qui est peu coûteux, rapide, non invasif. Très important. Et vous avez toute la panoplie des indications dans lesquelles la calprotectine fécale est intéressante. Quels sont les points essentiels à retenir? 2 diapos, il me reste encore 2 diapos. La calprotectine fécale est un marqueur non invasif de l'inflammation intestinale. Elle est stable dans les selles pendant 1 semaine à température ambiante, mais je l'ai dit, il ne faut pas s'amuser à la garder aussi longtemps à température ambiante. Elle est dosable par des techniques simples. Toutes les techniques ne sont pas comparables, mais toutes utilisent comme valeur seuil diagnostique 50 microgrammes. Donc, ce que vous devez retenir, c'est ce seuil de 50 microgrammes par gramme de sel. Bien que non spécifique, une concentration élevée chez un patient symptomatique chronique doit inciter à faire un examen approfondi avec des endoscopies et biopsies. Cette calprotectine fécale est corrélée au degré d'inflammation muqueuse, ce qui permet de l'utiliser dans le diagnostic, dans le suivi thérapeutique. Des concentrations basses, c'est une maladie quiescente, entre 150 et 250, c'est une maladie active. Et le dosage répété de la calprotectine fécale permet d'identifier les patients à risque de récidive et permet de mieux cibler les patients ayant besoin d'une endoscopie. Ça, c'est les guidelines NICE, National Institute for Clinical Excellence. Dernier élément, les facteurs qui influencent donc la qualité du recueil de l'échantillon, très importante. D'accord ? Méthode de dosage, monitoring dans le même laboratoire. Répéter le dosage en cas de doute avant une décision. Et toujours faire attention à la prise médicamenteuse, notamment des AINS, des IPP ou de l'aspirine. Et je vous remercie.